Donc, petite page d'histoire. Vous avez pu voir sur les grilles de ce qu'on appelle le jardin de la préfecture, c'est-à-dire ces grilles du parc qui sont entre le palais des congrès et la mairie, 32 unes du Figaro, qui est, à ce jour, le plus vieux journal français. Alors, le mot vieux, je ne sais pas si c'est ça qui correspond, le plus ancien de nos journaux, puisque, à la différence de beaucoup de journaux, et c'est un fait d'histoire important, son histoire ne date pas de 80 ans après des mauvais comportements pendant la collaboration, nous y reviendrons, mais que justement ce journal a su à un moment donné dire on cesse de paraître, ce qui lui permet de revendiquer aujourd'hui ce titre de 200 ans d'histoire de la presse française. Et ça nous paraissait important au sein de l'association Journalisme et Citoyenneté de célébrer ces 200 ans. Donc j'ai à mes côtés Claire Blandin, qui est une chercheuse historienne reconnue et qui est la présidente de l'association d'histoire de la presse, je crois. Société pour l'histoire des médias. Voilà, Société de l'histoire des médias. Et Claire, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, a, dans ses nombreuses activités, eu l'honneur, le plaisir, et surtout, ça a été, je pense, un honneur et un plaisir pour le Figaro, d'être la commissaire de toute cette masse d'archives qui a donné lieu à une exposition sans précédent qui a été à Paris pendant 3 jours sur ces 200 ans du Figaro. Et donc, nous avons proposé à Claire Blandin d'extraire une toute petite partie de ces trésors pour en faire une exposition publique sur les grilles du jardin de la préfecture, parce que on pense qu'on ne peut pas aborder la presse de demain, on pense qu'on ne peut pas dessiner des chemins pour demain sans essayer de comprendre aussi un peu son histoire. Vous l'avez vu dans les expos qu'on fait avec la BNF sur, par exemple, la presse coloniale qu'on voit au 3e étage. Je pense que ce lien entre notre histoire, l'histoire de la presse et l'avenir du journalisme est indissociable. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont extrêmement déçus de ne pas voir ici un garçon qui s'appelle Marc Feuillet, qui est annoncé sur le programme, qui est le directeur général du groupe Le Figaro. Il nous a fait informer par sa secrétaire vers 13h qu'il ne pourrait être des nôtres. Donc, désolé pour celles et ceux qui étaient venus pour entendre le patron du Figaro raconter ces 200 ans du Figaro. Je suppose qu'il avait un mot d'absence important pour nous laisser orphelins comme cela ce soir. Donc, avec Claire, on va essayer de retracer brièvement, avant la remise des prix tout à l'heure à 18h avec Fabrice Arfi, eh bien, ces 200 ans, et au travers de quelques images que vous avez peut-être vous-même vues sur les grilles. Et Claire, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter cette proposition du Figaro d'aller célébrer ces 200 ans, et comment le faire? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jérôme, à la fois de m'accueillir ce soir, mais aussi d'avoir accueilli l'exposition, enfin, de m'avoir permis de refaire une exposition sur les 200 ans du Figaro, puisque ce qui est affiché ici à Tours est totalement différent de ce qu'on a préparé pour le Grand Palais. Ici, il y a donc 32 images. Au Grand Palais, on avait 300 visuels qui avaient été sélectionnés. Alors, si on peut effectivement voir derrière ces images du Grand Palais, comme ça, je pourrais en parler. Alors, en fait, c'est Le Figaro qui est venu me chercher en octobre 2024, parce qu'ils avaient cette idée de faire des événements pour les 200 ans du journal, puisque la première parution d'un titre Figaro, c'est 14 janvier 1826. Je dois dire que l'équipe actuelle avait assez peu d'idées de son histoire. Et en fait, ils ont commencé à chercher ce qu'il y avait d'écrit. Il se trouve que j'ai publié un livre en 2006 sur les 180 ans du Figaro. Donc. Et puis, il y avait ma publication de thèse sur le Figaro littéraire, un collectif aussi que j'avais dirigé. Donc, ils ont trouvé mon nom. Ils pensaient qu'une historienne qui s'était intéressée au Figaro en 2006, elle aurait aujourd'hui à peu près 80 ans. Donc, ils ont été assez surpris de me voir arriver. Et j'ai accepté de travailler avec eux pendant 1 an. Donc, j'ai été pendant 1 an en immersion à la rédaction très régulièrement, avec une équipe dédiée à l'intérieur du journal. Donc, un journaliste, Guillaume Perrault, 2 documentalistes, Sophie Guerrier, Camille Lestienne, un chef de projet, Pierre Doncieux, et puis des jeunes qui ont été en vacation avec nous, des jeunes en apprentissage, notamment
Voilà, des jeunes doctorants qui ont travaillé pour ce projet. Donc c'était extrêmement intéressant de voir la vie de la rédaction. Le but, c'était de proposer ça, donc le Grand Palais, pendant 3 jours. C'était le cœur en fait de cette opération bicentenaire, mais il y a eu aussi la publication d'un beau livre dirigé par Étienne de Montetti qui est paru juste avant Noël. Il y a eu un petit livre aussi par Camille Lestienne, les 201 du Figaro. Le journal a fait des hors-séries en fait pendant toute l'année et il continue sur 2026 à faire des hors-séries sur les 200 ans, donc 200 ans d'automobile, vous imaginez, il n'y a pas 200 ans d'automobile, mais c'est pas grave, ça marche quand même. 200 ans de mode, l'idée étant bien sûr d'aller chercher des annonceurs à chaque fois pour tous ces secteurs, mais ça marche très bien, ils sont très contents de cette opération 200 ans en général. Et je dois dire que j'ai pu assister à toutes les réunions, toutes les coulisses. Donc j'ai aussi beaucoup appris sur le fonctionnement du groupe aujourd'hui. Alors ça, c'était l'extérieur du Grand Palais. On peut peut-être, avec l'image suivante, entrer dans le Grand Palais pour l'exposition et que je vous montre un peu à quoi ça ressemblait. On va bientôt ouvrir Voilà. la porte, voilà. Donc ça, c'est vraiment une photo du Grand Palais. L'équipe qui a fait donc, la scénographie s'appelle Marcadet. C'est une boîte qui n'était pas du tout habituée à ce type d'exposition. Et donc j'avais 2 grandes avenues pour dérouler cette histoire du Figaro. Donc sur cette image, vous voyez à hauteur d'yeux, quand on marche, il y a quelqu'un avec un sac à dos, donc on voit à peu près l'échelle, mais les échafaudages montrent à 6 mètres de haut, et donc à hauteur des yeux, il y avait une frise chronologique qui permettait d'articuler histoire de France, histoire des médias, histoire du Figaro, et ce sur 200 ans. Et donc on déambule comme ça dans ces 200 ans, avec des endroits dans lesquels on peut rentrer dans l'échafaudage, des alcôves, et dans ces alcôves, il y avait des vidéos qui étaient projetées. Ce sont les vidéos que vous pouvez voir ici au rez-de-chaussée sur un écran et qui donc permettaient de faire des focus soit sur un événement, soit sur une catégorie, par exemple les prix Albert Londres du Figaro. Ça permettait de faire un point sur ces grands journalistes et donc les visuels qui avaient été choisis, donc un peu spectaculaires. Alors pour moi, l'occasion unique, c'était l'occasion de présenter, j'allais dire presque 25 ans de travail en histoire des médias, de présenter les angles de la recherche. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'histoire des médias? Donc j'avais fait des catégories de visuels. Donc on a présenté par exemple, alors évidemment, les portraits des hommes et des femmes qui ont fait le Figaro. J'ai un peu cherché pour trouver des femmes, mais j'en ai trouvé un peu quand même. Des publicités, des unes, ce qui a été choisi pour ici. Mais il y avait aussi des images des locaux du Figaro, parce que pour moi, c'était très important de parler de tous les métiers de la presse. Et donc, une manière d'aborder cette diversité des métiers, c'était les locaux. Alors, si on peut voir l'image suivante. Et de part et d'autre du Grand Palais, il y avait la projection de 2 films réalisés par une boîte qui s'appelle Super Bien. Donc des films qui rendaient hommage d'un côté aux femmes et aux hommes du Figaro, et l'autre côté, le film, c'était la fabrication du journal sur 24 heures. Et comme là, vous voyez un petit peu, il y a 3 espaces différents. Sur les 24 heures, j'avais 19e, 20e, 21e. Qu'est-ce qui se passe à 9h du matin, à 10h, à 11h, etc. Avec des images donc, de 3 périodes différentes. Et puis tout ça explosait à la fin du film pour montrer qu'aujourd'hui, cette chronologie de la journée au journal a complètement explosé parce que le journal est calé sur les mises en ligne, sur le numérique et sur ce qui se passe sur le web. Donc voilà pour ce qui s'est passé au Grand Palais. Ils ont été absolument ravis de l'audience. Ils visaient 30 000 visiteurs, il y en a eu 65 000. Beaucoup d'abonnés du Figaro, mais on a aussi fait une journée le jeudi pour les scolaires et les étudiants qui a très bien marché. Et donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Et donc nous voici aujourd'hui à Tours avec évidemment un succès d'année de cette offre, mais en signalant quand même que Tours est la première ville en région qui accueille une manifestation autour de ce 200e anniversaire. Alors, peut-être qu'on peut prendre en fil conducteur, si vous en êtes d'accord, Claire, non, peut-être pas les 32 visuels, encore que, puisque certains ou certaines d'entre vous ont dû les découvrir ou commencer à les lire, mais prendre quelques-uns qui marquent un peu l'histoire du journal. Et moi, je dois dire, je ne savais pas cet aspect-là. Au départ, et on n'y pense pas tous les jours en lisant le Figaro aujourd'hui, le Figaro était un journal satirique. Oui.
Alors ça, c'est la première image qu'on peut voir. En 1826, quand le premier titre Figaro apparaît, c'est une petite feuille satirique d'inspiration littéraire, et il s'appelle Figaro en hommage au mariage de Beaumarchais, parce que dans le mariage de Figaro, le mariage de Figaro de Beaumarchais, dans le mariage de Figaro, qui est écrit par Beaumarchais avant la Révolution française, il y a un plaidoyer pour la liberté de la presse. Et donc, Beaumarchais met des années et des années à pouvoir jouer sa pièce en public à cause de cette parole politique. Donc, voilà, Beaumarchais, la Révolution se passe, etc. On peut peut-être montrer la une d'un de ses premiers... Ouais, le premier de 1826. Et puis, arrive la Restauration. Et en fait, sous la Restauration, la liberté de la presse disparaît. Et donc, pour revendiquer cette liberté de la presse, on va aller chercher ce personnage de Figaro dans l'avant-Révolution française. Et donc, pour la création de cette petite feuille satirique, alors qui reprend le personnage, le petit valet. Alors oui, ça c'est la présentation de l'expo telle que vous pouvez la voir boulevard ici. Hortelot. L'image suivante, ça serait super. Voilà, donc ça c'est pour la période la plus récente. C'est éclectique puisque ça va de l'adieu à De Gaulle à l'adieu à Johnny. Ça, c'est pas exactement celui qu'il nous fallait. L'image de 1826, dans cette petite feuille satirique de 1826, évidemment, en 1826, c'est absolument impossible d'avoir une parole politique dans un titre de presse. Et donc, les créateurs de ce premier Figaro vont... Alors, parler littérature, vont reproduire des petites scénettes de théâtre pour lesquelles il faut vraiment savoir lire entre les lignes pour comprendre en fait qu'il y a derrière des critiques du gouvernement en place. Et pour ne pas être menacés, ils vont signer leurs articles de pseudonymes en utilisant les noms des personnages de Beaumarchais. Donc c'est signé Basile, c'est signé Bridoison, etc. Et c'est une coutume qu'on va garder au Figaro jusqu'au XXe siècle. Alors, peut-être, on n'a pas vu du coup cette image de 1826, qui est la première. Du Figaro satirique, si j'ose dire. Peut-être va-t-on la voir. Pour passer assez rapidement du coup à la deuxième image très, très forte de ces 200 ans d'histoire, c'est la mort du géant, la mort de Victor Hugo. Ouais, la mort de Victor Hugo. Alors, le jeune Victor Hugo, on l'imagine bien, n'était pas forcément très bien accueilli au Figaro et très bien critiqué. Mais évidemment, à la fin de sa vie, dans les années 1880, Victor Hugo fait l'unanimité en France. Et ce que je voulais vous montrer, mais le visuel va peut-être arriver. Alors, ma première image, c'était 1826. Si, ça doit être. Cette une de Victor Hugo, sinon je peux peut-être parler de ce qu'on voit là. À l'image, parce que ce qu'on voit là, c'est vraiment la fin de la chronologie en fait. Ce sont les dernières années. Évidemment, ce qui apparaît en comparaison de ce qu'on verra peut-être, mais sur le début de la chronologie, c'est la place de la photographie, c'est la place de la couleur. C'est aussi la diversité du groupe Figaro, puisqu'il y a une du Figaro. Magnifique. Merci. Alors, ça c'est 1826. On revient au journal satirique. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. On a ce petit valet qui est agenouillé, le Figaro donc sous-titré journal littéraire, et donc avec les noms des personnages signés. Et donc ça c'est un prospectus, un tract qui annonce cette première parution. Le Figaro de l'époque, bien sûr, n'est pas du tout un quotidien. Il est à parution très épisodique. Et en fait... on peut passer à la suivante sur Victor Hugo. Il est repris, ce titre, en 1854 par un entrepreneur qui s'appelle Hippolyte de Villemessant. Et c'est Hippolyte de Villemessant qui, profitant de la libéralisation de la presse, c'est-à-dire des nouvelles libertés qui sont accordées aux journaux, va progressivement transformer ce titre en d'abord un journal politique, puis en un journal quotidien, et le Figaro est quotidien depuis 1866. Ça, c'est 1885, donc la mort de Victor Hugo. Alors, cette image, elle m'intéresse parce que ça vous montre aussi la place qu'on peut donner à l'image en 1885, en
couverture d'un supplément. Enfin voilà, c'est un numéro, c'est un hors-série spécial funérailles de Victor Hugo. Il faut savoir que les funérailles de Victor Hugo, c'est évidemment un événement national de très grande ampleur. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette tradition de la représentation sur le lit de mort, qui est une tradition très fin 19e, début 20e. Et puis la qualité de ce que vous pouvez voir. Là, on est en 1885. Donc ça veut dire qu'on est au moment, pendant la Belle Époque, où on a en France les premiers médias de masse. Mais Le Figaro ne fait pas du tout partie de ces médias-là. Le Figaro, c'est un journal qui va tirer là à 10 ou 20 000 exemplaires, alors qu'on est à un moment où le petit journal, Le Matin, Le Petit Parisien, ils tirent chacun à plus d'1 million d'exemplaires par jour. Donc ils ne jouent pas du tout dans la même cour, mais c'est un journal qui est important pour la qualité de son lectorat, si je puis dire. C'est déjà un lectorat bourgeois, et pour les plumes, notamment littéraires, qu'il va attirer, dont Marcel Proust. Alors, à l'exposition au Grand Palais, on avait le portrait de Marcel Proust par Jacques-Émile Blanche, qui nous avait été prêté par le musée d'Orsay. Alors, je vous propose de passer à 1915. Alors, évidemment, ce ne sont que des courtes séquences par rapport à ces 200 ans d'histoire. Pour parler du Figaro sous la Première Guerre mondiale, j'aime pas parce qu'on la Grande Guerre, je trouve qu'il y a toujours un côté qualitatif pour cette grande boucherie qui est toujours un peu difficile, mais peut-être faut-il, avant de parler de cette colonne vide, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est la colonne vide, rappeler qu'il y a eu un assassinat au Figaro qui a fait couler presque autant d'encre que l'entrée en guerre. Oui, et dans les vidéos que vous pouvez voir dans le hall, il y a une vidéo sur cet assassinat. C'est l'assassinat donc du rédacteur en chef du Figaro, Gaston Calmette, qui est tué dans son bureau par des coups de revolver par l'épouse du ministre des Finances. Elle s'appelle Henriette Caillot. Le ministre des Finances s'appelle Joseph Caillot. Le Figaro avait fait une campagne de presse contre Caillot, qui était donc un porteur d'un projet de loi sur la création d'un nouvel impôt, l'impôt sur le revenu. Et en fait, Henriette Caillot craignait la divulgation de lettres intimes avec Joseph Caillot avant que ce ne soit son mari, puisque c'était son amant et qu'ils étaient chacun mariés de leur côté. Donc, pour faire taire le journal, eh bien, elle achète un revolver et elle va assassiner Calmette. Ce qui est là aussi, les funérailles, je viens de parler des funérailles de Victor Hugo, mais les funérailles de Gaston Calmette, c'est aussi un événement très très important, avec des centaines de milliers de personnes qui défilent dans les rues de Paris, et un traumatisme collectif pour les journalistes, on l'imagine bien. Et accessoirement, grand procès qui misera beaucoup l'opinion. Est-ce qu'elle est condamnée, la petite dame, pour avoir assassiné le patron? Elle est acquittée alors qu'elle reconnaît l'avoir assassiné. Elle ne peut pas faire autrement, d'ailleurs. Mais donc, elle est acquittée. On estime que finalement, voilà, c'était pas sa responsabilité. Et alors, il faut dire qu'elle est acquittée juste, au début de la guerre, et que, en gros, voilà, c'est réservons nos balles pour les Allemands et passons à autre chose. Mais effectivement, Henriette Caillot n'ira pas en prison pour cet assassinat de Gaston Calmette. Donc maintenant, passons à l'histoire de cette petite colonne vide. Oui, alors juste, il y a le nom de Calmette toujours sur cet exemplaire-là. Et la colonne vide, c'est parce qu'on est donc dans la Première Guerre mondiale. Vous voyez que le journal, il a 6 colonnes à la une. C'est encore très, très dense comme mise en page. On est donc dans cette Première Guerre mondiale où la censure est mise en place très rapidement donc, par le ministère de la Guerre. Et donc, ici, on a en fait un article qui a été caviardé, donc qui a été supprimé sur les premières Maurras et qui laisse ce blanc. Donc, tous les lecteurs peuvent savoir que l'article ne paraît pas. Alors, d'une guerre à l'autre, on passe à celle de 40-45. Peut-être, avant d'évoquer cette une qui est sans doute le premier titre de Retour à Paris délivré, France délivrée, faut-il dire pourquoi le Figaro peut s'enorgueillir de dire qu'il a 200 ans d'histoire, puisque, à la différence de presque tous les titres français qui viennent de célébrer leur 80e anniversaire, pour avoir eu des comportements discutables pendant l'occupation, qu'est-ce qui fait que le Figaro échappe à ça? Parce qu'au départ, il accompagne quand même le régime de Vichy, mais finalement, il décide de suspendre sa parution. Oui, alors le Figaro le doit à Pierre Brisson.
très clairement, qui était son directeur donc à partir de 1936. Pierre Brisson, il part, il est mobilisé, il est fait prisonnier. Pendant ce temps-là, son équipe déjà gère bien le premier temps de 1940, puisque sous la houlette d'un jeune James de Coquet, ils partent pour Bordeaux. Et puis ensuite, ils passent par Clermont-Ferrand. Ils atterrissent à Lyon, comme une grande partie de la presse parisienne. Et en fait, à Lyon, Pierre Brisson rejoint son équipe. Il essaye de maintenir ce qu'il peut maintenir pendant quelques années. Effectivement, ils sont assez maréchalistes au départ, et puis ils prennent progressivement une certaine distance. Et en fait, en novembre 1942, il dit stop. C'est-à-dire qu'il dit, bon là, c'est plus possible. Donc, on dit qu'il s'aborde son journal, il le coule, effectivement. Il écrit à ses abonnés en disant, écoutez, un jour, on pourra reparaître. Et donc, je prends la responsabilité de dire que Le Figaro s'arrête aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il prend vraiment contact et il rentre dans les instances de la presse résistante clandestine. Et c'est ce qui fait qu'à la Libération, Le Figaro peut reparaître, et même plus, que la loi est faite pour permettre au Figaro de reparaître et pour interdire au journal Le Temps de renaître. C'est ce qui permettra au Monde d'apparaître. Alors, on a encore deux unes à vous montrer dans, encore une fois, ce spectral très, très rapide de 200 ans d'histoire. C'est ces chaînes qu'on abat, on est en 70. Alors, on est en 1970, effectivement, c'est un dessin de Jacques Faisan en hommage au général de Gaulle. Donc, on voit une Marianne qui pleure sur ce chêne abattu. C'était pour vous dire aussi l'importance du dessin de presse à toutes les époques. Dans Le Figaro, ça fait partie des éléments que j'avais souhaité mettre en avant pendant l'exposition au Grand Palais. Les dessinateurs de presse sont souvent des éditorialistes très, très pertinents, notamment pendant la période de l'entre-deux-guerres. En France, au Figaro, ça a toujours été, il y a toujours énormément de dessins de presse. Il y a des dessinateurs comme Maurice Henry, comme Sampé, qui dessinent beaucoup pour Le Figaro. La première image que vous avez vue, je tenais en main un Figaro littéraire avec un très beau dessin de Cabu, qu'on a aussi projeté pour l'exposition. Donc beaucoup de dessins de presse. Et ce dessin, un chêne abattu, finalement, il a donné son titre aux ouvrages d'André Malraux qui sont postérieurs. Mais alors Jacques Faisan, pour s'y arrêter une seconde, parce que pendant combien d'années il a été vraiment le symbole de la une du Figaro? Il y a le dessin de Faisan. Ça a été long, ça a été 25 ans pratiquement. Ouais. 25 ans. 25 ans. Ouais, c'est une très longue collaboration et c'est un personnage important au journal. C'est ça qu'il faut dire aussi, je pense, c'est le rôle alors d'un certain nombre de critiques littéraires, d'un certain nombre de dessinateurs qui sont vraiment des figures tutélaires pour toutes les équipes du Figaro. Est-ce que dans l'histoire de la presse, vous qui connaissez ça sur le bout des doigts, est-ce qu'il y a un dessinateur qui a autant accompagné la une d'un journal? Est-ce que Plantu au Monde, Plantu, est-ce que voilà. Oui, on pourrait le comparer à Plantu, bien sûr, sur la longévité et sur la proximité avec le titre. Après, sur Le Figaro, il y a eu Sénep, évidemment, sur la période précédente, qui a été très très important. Et Sénep qui a eu cette particularité d'être au Figaro, enfin plutôt dans une presse plus engagée à l'extrême droite pendant la période de l'entre-deux-guerres, et au Figaro dans les années 50 et 60. Alors on arrive maintenant au dernier visuel, c'est l'apparition des unes couleurs, mais il y a aussi le Figaro Magazine qui entre en ligne de compte. On voit les grands événements, et là évidemment le 11 septembre avec cette nouvelle guerre qui, je pense, n'en a pas terminé aujourd'hui. Est-ce que il y a même dans l'approche éditoriale du Figaro, est-ce que ces événements planétaires vont changer quelque chose à la manière de vendre la une du Figaro? Oui, il y a beaucoup plus d'actualité internationale sur les dernières décennies au Figaro, même s'il y a toujours eu une tradition de grands reportages, mais elle prend beaucoup plus de place. Alors, le journal est racheté en 2006 par le groupe Dassault, qui va investir sur un certain nombre d'évolutions, et notamment j'aimais bien cette une parce que ça montre les évolutions formelles en fait. Non seulement la couleur rouge ici qui est apparente, vous voyez aussi la mise en page du bas de page, du rez-de-chaussée qui est assez intéressante. Ils auront une nouvelle, en fait ça hérite d'une nouvelle mise en forme qu'ils ont posée en 2005, mais avec donc des réaménagements ici en 2011. Et là, ce qui est nouveau,
évidemment, c'est la place de la photo. Enfin voilà, une photo qui a une telle place en une photo couleur. La première photo couleur que le Figaro a publiée à la une, c'était 1998 pour la première victoire de la France à la Coupe du Monde de football. C'est la première fois qu'ils ont accepté ça, ou je sais pas, enfin voilà, choisi cette de 1 et 2 mettre et de la 3-0, couleur. ils ont fait Voilà, 1 et 2 et 3-0, Ils ont fait ce ça en titre-là, couleur. Non. Ils ont fait champion, je crois. Enfin, donc, et là, ils reprennent donc la couleur. C'est encore assez rare à ce moment-là, mais ça va se diffuser ensuite. C'est aussi un choix donc d'articuler le Figaro quotidien avec le reste des titres du groupe, parce que c'est vrai que aujourd'hui le Figaro c'est un groupe, il y a d'autres titres qui sont publiés, on pense évidemment au Figaro Magazine hein, qui est né à la fin des années 1970 avec un projet politique de Louis Pauwels un peu décalé par rapport au journal quotidien, mais il y a aussi le Madame et d'autres titres aujourd'hui et d'autres propositions, puisque aujourd'hui il y a aussi le Figaro TV. Oui. Vous verrez d'ailleurs sur les grilles des jardins de la préfecture, si vous ne les avez pas encore vues, les unes avec Obama, pleine page comme ça, avec l'élection d'Obama, avec également l'arrivée de l'euro qui a donné lieu à... Et puis qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Alors l'arrivée de l'euro, c'est assez amusant, allez la voir, parce qu'en fait... l'arrivée de l'euro, personne dans aucune imprimerie n'avait le sigle euro en fait. Et donc il a fallu qu'ils bricolent quelque chose à la main en fait pour écrire euro sur leur une. Et donc quand on retrouvait les documents là, il y avait un blanc en fait, il n'y avait pas marqué euro. Donc il a fallu qu'on réintègre le euro dans la une. Et alors, je pensais que l'on pourrait poser la question à Marc Feuillet, mais je vais vous la poser à vous. Donc 200 ans d'histoire d'une presse papier comme essentiellement, et comme le Figaro, comme tant d'autres, essaye de faire sa bascule numérique. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, aux 30e assises du journalisme, il y aura encore un Figaro quotidien papier? Papier, je sais pas. Sincèrement, moi, pour tout vous dire, il y a un moment où je me suis dit, en fait, ils vont profiter du bicentenaire pour dire qu'ils arrêtent le papier. Et non, c'était pas le cas. Le papier, conserve un intérêt même pour le quotidien, mais c'est vraiment je sais pas comment dire, c'est un témoin aujourd'hui, ce Figaro papier. Toute la vie du journal est organisée autour du numérique. Alors, pendant l'opération Grand Palais, la rédaction du Figaro s'est prêtée au jeu de faire un comité de rédaction en direct. Donc, il y a un matin, ils ont fait la réunion de rédaction sur la scène du Grand Palais, puisqu'il y avait un espace avec une scène. C'était extrêmement intéressant, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, de voir comment ils ont les yeux sur les chiffres de la fréquentation du site, des abonnements, c'est-à-dire quels sont les articles qui ont généré des abonnements et comment c'est à partir de là qu'ils gèrent la journée, le journal papier et puis aussi donc évidemment l'évolution du site internet. Alors pour sourire un peu, un clin d'œil, mais en attendant que nos amis se préparent pour la remise des prix des Assises 2026, donc ce que nous avons choisi comme une parmi ces 32 visuels dans le programme, c'est ils ont marché sur la Lune, 69, parce que petit clin d'œil lien avec notre baromètre Via Voice sur l'utilité du journalisme, qui n'a pas pu aller totalement au bout de son débat tout à l'heure. On a testé des questions complotistes, comme on les appelle aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la surprise de voir que il y avait toujours des fondamentaux sur le fait que jamais personne n'ait marché sur la Lune. Donc le Figaro avait fait un travail de vérification en disant que apparemment il y a eu quelqu'un sur la Lune. Je dis ça pour je sais plus combien, 13% dans notre baromètre qui continue de penser que jamais personne n'a marché sur la Lune. C'est un très bel exemple en histoire des médias, cette une, parce que on sait que c'est un des premiers événements que les Français ont pu regarder à la télévision assez massivement, hein, malgré l'horaire, et pour les types d'images qu'ils ont choisis en fait, parce que c'est la récupération d'images télé en fait qui se retrouvent à la une d'un quotidien papier. À ma connaissance, c'est une des premières fois. Est-ce que une petite question comme ça, mais pas sur des problèmes de RH au Figaro, mais qui serait sur l'histoire, par exemple, du journal, est-ce que pour qu'il n'y ait pas de frustration et que l'une ou l'un d'entre vous a envie de poser une question, un point d'histoire sur ces 200 ans du plus vieux titre français? Non, votre curiosité est rassasiée. Ben, merci beaucoup, chère Claire Blandin, et pour cette exposition. Merci d'avoir accepté d'être la commissaire de ce que vous pouvez voir sur
sur les grilles. Et ben, si vous n'avez pas eu le temps, et je m'adresse là ici au Tourangeau, elle va rester pendant encore une bonne quinzaine de jours. Donc vous pourrez continuer d'aller la découvrir, la lire aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes dans les jours et les semaines qui viennent. Les reproductions sont belles, on peut lire les textes.